2 des 3 complices de Khaled Kelkal ont été transférés de Lyon à Paris où ils ont été mis en examen. Après le coup d'État aux Comores, des navires français font route vers l'île où Bob Denard et ses mercenaires ont pris le pouvoir. Renault invente un système pour empêcher les conducteurs de s'endormir au volant. La nouvelle prime auto est entrée en vigueur aujourd'hui et déjà des amateurs. Madame, monsieur, bonsoir. Les couleurs françaises ont été hissées très haut aujourd'hui au pays du soleil levant. Le français David Douillet est entré dans la légende du judo en remportant le titre mondial, toutes catégories confondues, après avoir remporté celui des poids lourds. Christophe Duchiran. Dans son genre, ce gars-là vaut tout l'or du monde. Et pour la France, David Douillet, c'est un fameux produit d'exportation. Après le vin, la haute couture et le parfum, voilà un judoka français qui s'impose sur le marché japonais. Douillet, c'est une gueule et un physique. En hauteur, c'est tout près des 2 mètres. Sur la balance, ça dépasse largement le quintal. À 125 kg, ça vous fait un homme de poids. À 125 kg, Douillet sur le tatami, c'est forcément du brutal. En finale toute catégorie, Douillet avait 2 adversaires. Kosorotov, le russe, un beau bébé lui aussi. Et puis l'arbitre avec son petit costume sombre, qui lui infligeait pénalité sur pénalité. L'arbitre n'aurait pas dû, il a énervé Douillet, il ne faut jamais énerver Douillet. C'est peut-être l'arbitrage qui m'a donné le petit coup de fouet au derrière pour abréger plus vite et finir sur l'immobilisation sur Kosorotov. Il reste 1 minute de combat. David Douillet est mené, mais avec son petit coup de fouet, les choses vont s'arranger. Un petit balayage de derrière les fagots et une immobilisation. David Douillet, vainqueur par Ippon. Voilà l'orfèvre judoka qui complète sa collection. 2 médailles d'or en plus de 95 kilos, 1 médaille d'or en toute catégorie. À 26 ans, David Douillet le français possède un palmarès à la mesure de son physique colossal. Demain entre en vigueur en France une nouvelle loi limitant à 60 heures par semaine les horaires des chauffeurs de camions, de poids lourds et d'autobus. Dans le même temps, les chercheurs de Renault annoncent la mise au point d'un système anti-sommeil au volant qui est l'une des principales causes d'accidents sur la route. Jean-Claude Alanic. Ce conducteur de camion est en train de s'endormir au volant. Ses paupières deviennent de plus en plus lourdes et en une fraction de seconde, il va céder au sommeil et perdre le contrôle de son véhicule. Si d'autres voitures étaient arrivées en face, c'était l'accident. Encore au stade expérimental, le système Vigilance, testé actuellement par l'industrie automobile, a pour objectif d'alerter le conducteur s'il s'endort. Une caméra infrarouge reliée à un mini-ordinateur analyse en permanence le regard et détermine le niveau d'éveil ou de somnolence. À partir d'une certaine fréquence de battement de paupières, l'ordinateur va détecter un niveau de vigilance basse, précurseur du sommeil. C'est alors qu'un signal d'alerte va être transmis au conducteur pour le réveiller. Par exemple, l'autoradio va s'allumer tout seul. Et si cela ne suffit pas, on peut agir directement sur le véhicule. Ça veut dire réduire sa vitesse et petit à petit le forcer à s'arrêter. Disponible en 1996, ce dispositif est destiné en priorité aux poids lourds. Mais il pourra équiper également tous les types de véhicules. Son prix pour le grand public sera de l'ordre de 1000 francs. On reste dans le domaine de l'automobile. C'était aujourd'hui dimanche, le premier jour de la nouvelle prime gouvernementale de 5 à 7 000 francs, selon la catégorie, pour l'achat d'une voiture neuve. Et déjà, des concessionnaires ouverts ce jour ont reçu la visite de clients intéressés. Jean-Yves Perrin, France Vaillant. Pour une réussite, c'est une réussite. Beaucoup de monde aujourd'hui chez ce concessionnaire, mais c'est pour découvrir les toutes nouvelles voitures sorties ce week-end par une grande marque italienne. Des passionnés, des curieux, chez qui la prime Juppé, déjà surnommée la Jupette, suscite des réactions pour le moins contradictoires. J'attends encore un petit peu que les décisions soient confirmées de la part de l'État et puis d'en savoir un peu plus sur les conditions de reprise chez Fiat. S'il n'y avait pas eu de prime, vous auriez quand même cherché une nouvelle voiture? Oui, mais c'est une incitation supplémentaire. Si je décide de changer de voiture, c'est pas forcément par M. Juppé qui me fera choisir telle ou telle voiture, hein, même avec des primes ou pas de primes. Je pense que ce qui donne d'une main, il reprend d'une autre, donc je ne vois pas là un cadeau. Non, non. Les constructeurs, eux, espèrent beaucoup de cette aide à l'achat d'un véhicule neuf. Mais ils n'attendent pas pour autant une explosion des ventes comme celle connue en 1994 avec la prime Balladur. Je pense qu'elle aura un petit peu moins d'efficacité parce que, si vous voulez, l'écrémage a déjà été fait depuis plus d'1 an avec l'ancienne prime de l'État, tout à fait. Enfin, comment dirais-je, une telle décision est toujours très positive pour le marché automobile. Et pour donner un coup de pouce supplémentaire, ce constructeur, comme la plupart de ses concurrents,
double rein, le montant de la prime. L'affaire Kelkal, 2 des 3 complices de Khaled Kelkal ont été transférés ce matin à Paris où ils ont été mis en examen et écroués. Un troisième, Karim Koussa, peut-être le plus important dans toute cette affaire, est lui toujours hospitalisé à Lyon. Michel Fine, Pascal Caron. À l'intérieur de ces espaces, étroitement encadrés par les hommes du raid, Abdelkader Bouadjar, Abdelkader Maameri, 25 ans. Ce sont eux que les gendarmes ont interpellés mercredi après la fusillade dans les bois du Mont du Lyonnais. Ce soir, ils sont incarcérés à Paris. 8h30 ce matin, à l'hôtel de police de Lyon, peu avant le départ. L'homme, à droite de l'image, qui porte de gros dossiers sous le bras, est un commissaire de la 6e division chargé de la lutte antiterroriste. Entre ses mains, le résultat de 4 jours d'audition. Pendant les interrogatoires, Abdelkader Maameri et Abdel Bouadjar ont reconnu qu'ils se rendaient régulièrement dans les monts du Lyonnais afin de ravitailler Khaled Kelkal. Mercredi dernier justement, ils auraient été contactés afin de l'accompagner sur une mission, laquelle ils ne savaient peut-être pas. Cet après-midi, le juge Laurence Levert, déjà chargé de plusieurs enquêtes sur les attentats, les a placés sous mandat de dépôt. Maameri et Bouadjar sont mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Hôpital Lyon-Sud, dans un couloir du service des urgences, un policier garde la porte de la chambre dans laquelle est toujours soigné Karim Koussa, le complice de Khaled Kelkal, blessé mercredi dans la fusillade. Peu à peu, on découvre la personnalité de ce jeune homme de 23 ans, originaire de Vaux-en-Velin. Selon la DST, il aurait effectué des stages d'entraînement dans des camps islamistes. Son nom figurerait dans les carnets d'adresses des gens interpellés fin août à Chasse-sur-Rhône et à l'INSA de Lyon. Mais il y a plus. On sait désormais que le fusil à pompe retrouvé au campement dans les monts du Lyonnais est celui qui a servi, en juillet, à tuer l'imam Sahraoui. Nul doute que dès qu'ils en auront la possibilité, les magistrats auront beaucoup de questions à poser à Karim Koussa. Ajoutons que des incidents ont eu lieu cet après-midi à Vaux-en-Velin, la cité où résidait Khaled Kelkal. 4 voitures ont été incendiées, d'importants effectifs de police sont sur place, plusieurs personnes ont été interpellées en fin d'après-midi. La nuit dernière, d'autres véhicules avaient été incendiés dans plusieurs communes de la banlieue lyonnaise, sans qu'on sache si ces événements ont un rapport direct avec l'affaire. Aux Comores, le mercenaire français Bob Denard a pris les rênes du pouvoir auprès des militaires qui se sont rebellés contre le gouvernement qui avait été, je vous le rappelle, démocratiquement élu. La France, qui déclare toujours ne pas vouloir intervenir militairement, a tout de même dépêché sur place des bâtiments de la Marine nationale. Philippe Rochaud. Voici le nouvel homme fort des Comores, le capitaine Combo. C'est Bob Denard qui l'a sorti de prison pendant le coup d'État de jeudi. C'est lui déjà qui avait tenté de renverser le président Djohar en 92. Le bain de foule qu'il a voulu prendre dans les rues de Moroni ne saurait prouver sa popularité, même s'il y a dans le pays une volonté manifeste de changement. Mais pour l'heure, c'est lui le chef, c'est lui qui retient en otage le président Djohar. Bob Denard, lui, ne se montre pas. On brûle même sa photo dans les rues. La population refuse de voir que son avenir peut être dicté par une poignée de mercenaires. On veut bien le changement, mais on ne veut pas de Bob Denard, dit cet homme. Pourtant, le coup d'État de Bob Denard semble avoir réussi. Il serait revenu cette fois avec plus de 150 mercenaires pour mettre en place son ami, le capitaine Combo, avec qui il commandait la garde présidentielle dans les années 80. Les forces françaises dans la région se contentent d'observer. Paris a coupé les vivres aux Comores comme en 89, et comme en 89, la France déclare qu'elle n'interviendra que si la sécurité des Français est menacée. Elle dispose pour cela de 3800 hommes à Djibouti au nord et de 4000 soldats à Mayotte et La Réunion placés en état d'alerte. La France a envoyé ce soir des frégates et un navire amiral au large des Comores. Le scénario est jusque-là le même qu'en 89, où 200 para-français avaient finalement débarqué pour déjouer les plans de Bob Denard. En bref, encore violence en Algérie. Un groupe armé a attaqué un autocar dans le sud du pays, aux confins du Sahara, faisant 22 morts et une quinzaine de blessés. La Chine fête aujourd'hui le 46e anniversaire de la naissance de la République populaire chinoise. Cet événement n'est pas marqué par de grandes festivités à Pékin, simplement un rassemblement sur la place Tiananmen, mais l'occasion pour nous de constater combien ce pays aujourd'hui conjugue bien, finalement, communisme et capitalisme. Pékin, reportage de nos correspondants Jérôme Bonny, Jean-François Hoffmann. À l'aube de ce dimanche, la foule se presse vers la place Tiananmen.
La République populaire de Chine fête ses 46 ans, ni parade ni défilé militaire, une simple levée de drapeau. Place Tiananmen, le moindre rassemblement met les autorités sur la défensive, mais cette fois-ci, la police a la situation bien en main. Ambiance de kermesse sous les regards croisés de Mao Tse-tung et Sun Yat-sen, président de la Première République. Socialisme à la chinoise oblige, les portraits de Marx et Engels, eux, ont disparu de ces fêtes du 1er octobre, placées sous le signe de la croissance économique. Nous pouvons apprendre beaucoup des pays capitalistes. Il y a plein de bonnes choses dans les pays capitalistes. Nous devons apprendre les uns des autres. Certains apprennent très vite la société capitaliste, mais le fast-food n'a pas le même goût pour tout le monde. Big Mac pour les uns, casse-croûte dans la rue pour les autres, ceux qui ont fui la misère des campagnes pour se louer dans les chantiers, au spectacle de jeunes dont les écoles voudraient faire des patrons. Mao? Non, je connais pas bien. La République populaire de Chine glisse progressivement vers la société de consommation. L'austérité du costume Mao est déjà loin. La mode exerce son pouvoir de fascination jusque dans la rue. J'ai connu 4 dynasties à Pékin. Le vieux Kuomintang, puis les Japonais, le nouveau Kuomintang et maintenant le Parti communiste. En tout, 4 dynasties. Aucune dynastie n'est aussi bien que celle d'aujourd'hui. À quelques pas de là, l'artisan de ces bouleversements, Deng Xiaoping, attend la mort. La dernière photo publiée de lui date d'il y a 1 an. C'était lors du feu d'artifice du 1er octobre 1994. Maintenant, le revers de la médaille. Si la Chine, en effet, s'engage sur la voie du capitalisme, elle est loin d'être une démocratie. Les habitants du Tibet, dont le pays est annexé de force depuis plusieurs dizaines d'années, sont là pour en témoigner. Exemple, ce moine tibétain qui vient d'arriver en France après 33 années passées dans les prisons chinoises. Didier Pelbaum, Maryse Richard. Pour marquer la pureté de l'amitié, une écharpe blanche. Après 36 ans, le vénérable Palden Gyatso retrouve son cousin Nawang et Diki, la fille de Nawang. Il est venu en France pour témoigner. 33 ans dans les prisons chinoises du Tibet, plus de la moitié de sa vie. Il a réussi à soudoyer un garde et à acheter des instruments de torture pour les montrer au monde occidental. Il affirme que les électrochocs sont employés depuis 1981 sur les prisonniers politiques tibétains. Les 2 instruments à gauche sont anglais, l'autre est chinois. Quand on vous les applique sur le corps, une flamme bleue jaillit et il y a électrocution. Vous perdez tout ce que votre corps contient. Vous tombez dans le coma. Les plus fragiles peuvent en mourir. Le plus terrible, c'est quand on vous l'enfonce dans la bouche. Une fois, en reprenant conscience, j'avais perdu toutes mes dents. Et le moine ajoute que parfois les Chinois les introduisent dans les parties intimes, y compris chez les femmes. Ces mini-menottes sont faites pour les pouces. On les attache dans le dos, comme ça. Pas 1 heure ou 2, dit-il, des semaines et des mois. Le vénérable Palden Gyatso dit que la religion l'a empêché de se suicider. Quelquefois, il a souhaité que ces tortionnaires l'achèvent, mais il a tenu bon. Pendant la torture, je méditais sur la philosophie bouddhiste et la douleur s'atténuait. J'ai tout supporté grâce à ma spiritualité, même si je ne suis qu'un petit moine. Palden Gyatso a décidé de se consacrer désormais au combat politique. Pour le gouvernement de Pékin, c'est le type de témoin le plus difficile à contester. En 2 mots encore, élection législative au Portugal. Aujourd'hui, le Parti socialiste, qui était dans l'opposition, conquiert la majorité des sièges à l'Assemblée au détriment des sociaux-démocrates qui étaient au pouvoir jusqu'à ce dimanche. Philippines, un orage tropical a provoqué la mort d'une 30aine de personnes ces jours derniers et contraint des milliers d'autres à fuir la montée des eaux. Anne Poncinet.
Cette boue, elle vient des pentes du Pinatubo, le terrible volcan dont la dernière éruption avait tué 300 personnes en 91. Depuis, chaque fois qu'un orage tropical s'abat sur les Philippines, il transforme en boue les tonnes de lave arrachées au volcan. Résultat, de terribles glissements de terrain qui ont tué 18 des 29 victimes recensées depuis vendredi. Et quand les pluies de l'orage tropical ne se chargent pas de terre, elles provoquent des inondations plus classiques, mais meurtrières, elles aussi. À San Fernando, dans la province du Pampanga, traverser une simple rue se transforme en un exercice d'équilibriste. Il n'y a guère plus d'1 mètre d'eau, mais le courant est fort. Il serait 10 000 personnes à être ainsi bloquées par les intempéries. Cette fois, l'orage s'appelle Sibylle. Il a atteint ce matin la capitale, Manille. Chaque année, une vingtaine d'orages tropicaux s'abattent sur les Philippines. La politique française pour le ministre de la Justice, M. Toubon, interrogé ce soir sur Europe 1, un Premier ministre mis en examen devrait démissionner. Réponse faite à propos du loyer, d'une question sur le loyer de l'appartement de M. Alain Juppé et des suites éventuelles. Le dernier sondage en date, Ipsos pour le magazine Le Point, fait apparaître que 2 Français sur 3 ne sont pas satisfaits de l'action de messieurs Chirac et Juppé. Cette chute, en moins de 4 mois après l'élection présidentielle, est la première aussi vertigineuse, dirons-nous, dans l'histoire de la Ve République. Analyse Mickaël Darmon. Dans l'euphorie de la victoire, les sondages sont unanimes. Jacques Chirac à l'Élysée, 2 Français sur 3 sont satisfaits. L'été s'installe, le président annonce la reprise des essais nucléaires, le chef du gouvernement, lui, publie ses premières mesures, hausse de la TVA, de l'essence, des impôts. Entre août et septembre, le baromètre des déçus ne va cesser de grimper pour Jacques Chirac, comme pour Alain Juppé. Quand on demande aux Français de juger les 4 premiers mois, ils se montrent très déçus parce que l'attente, elle est centrée sur ces problèmes économiques et sociaux. Et aujourd'hui, l'impression donnée, c'est que c'est finalement une politique qui ressemble à celle des gouvernements précédents, c'est-à-dire combler les trous sans savoir véritablement pourquoi, augmenter un certain nombre d'impôts ou de systèmes fiscaux sans comprendre la finalité de ces augmentations. Une période difficile donc pour Alain Juppé. Il défend le loyer de son fils, renvoie à la Madeleine, annonce le gel du salaire des fonctionnaires et présente un budget de rigueur. D'où ce constat inévitable, même à l'Élysée, on parle d'une crise de confiance entre les Français et le gouvernement. Les Français souffrent dans leur vie quotidienne et ont en plus une impression d'insécurité. D'où les difficultés pour le gouvernement et qui ne donnent pas toujours l'impression que les difficultés d'aujourd'hui donneront des perspectives roses à l'avenir. Emploi, sécurité sociale, salaire, réforme fiscale. Les gouvernements se suivraient donc en se heurtant toujours aux mêmes problèmes. Pour certains, la cause de ces difficultés se trouve au-delà des politiques nationales. La France avance vers la libération de l'économie en freinant des cas de fer. Elle n'a pas forcément tort, mais l'habileté et la réussite d'un gouvernement consiste à trouver des compatibilités entre ces 2 objectifs, liberté et égalité. C'est après tout l'alpha et l'oméga de toute démocratie. Reste une situation a priori inédite en France. En 4 mois, les 2 chefs de l'exécutif ont plongé ensemble dans les sondages, avec toutefois une différence. Jacques Chirac a du temps devant lui, Alain Juppé en a beaucoup moins. Il doit rebondir très vite. Un moment de tendresse maintenant avec ce dimanche savoureux. C'était le titre d'une opération qui a eu pour cadre aujourd'hui 500 maisons de retraite en France. Il s'agissait pour les pensionnaires de bénéficier d'un repas de fête, mais surtout l'occasion de voir du monde. Caroline Glorion, Raymond Chaplard. Derrière ces fleurs, la tendresse et le plaisir de partager ensemble le repas du dimanche. À midi, les 200 résidents de la maison de retraite de Saint-Maur, dans la région parisienne, recevaient leurs invités. Les petits-enfants, parfois même les arrière-petits-enfants, et puis les amis et la famille. Un dimanche pas comme les autres, préparé depuis de longs mois, car aujourd'hui il y a aussi de la musique et une exposition de peinture. Tout ça c'est très très beau, ça nous donne du bonheur encore en plus de ce qu'on a, parce qu'ici nous sommes très heureux. Moi je me trouve très très bien, et comme je disais tout à l'heure, je voudrais reculer les pendules. Malheureusement on ne peut pas. Alors aujourd'hui, c'est la fête, et peut-être plus encore que le plaisir de déguster les plats qui défilent sur les tables, c'est l'occasion de rencontrer du monde, de sortir de la routine. Nous sommes ici 24 heures sur 24. Nous ne pouvons pas sortir comme nous voulons. Donc, nous ne voyons pas beaucoup de monde de dehors. Alors, quand les personnes viennent, nous sommes heureux de voir du monde, d'autres mondes,
d'autres personnes. C'est comme ça que je peux les avoir tous. Autrement, ils sont tous pris par leur travail, ils sont tous pris à droite ou à gauche. Ils ont affaire chez eux. Hein. Plus de 500 maisons de retraite ont participé à cette opération. Mais ce dimanche savoureux sera un réel succès si les portes de ces établissements ne se referment pas après la fête. Cet après-midi, un avion de tourisme s'est écrasé sur l'autoroute A46 au-dessus de Lyon, à la hauteur de la commune de Marennes dans le Rhône. Sur les 3 occupants de l'avion, 1 est mort, 2 sont grièvement blessés. Aucune voiture n'a été accidentée. L'autoroute est coupée jusqu'à au moins 22 heures ce soir. Mondial du 2 roues à Paris. Vendredi et samedi, nous vous avons présenté les modèles de motos les plus révolutionnaires. Aujourd'hui, les vélos. Sophie Jouve, José Boulestex. Pour ceux qui ont le souffle court et les jambes qui flageolent, voici le nouveau vélo urbain avec assistance électrique. Avec ses 25 km/h maximum, pas besoin de casque, il vous suffit d'appuyer sur un petit bouton pour déclencher l'aide au pédalage. Le moteur fixé sous le cadre est alimenté par 2 batteries rechargeables sur secteur, rechargeables aussi en pédalant. L'autonomie de cette bicyclette est pour l'instant de 20 km, son prix 10 000 francs. Je vais à mon travail en vélo déjà. Alors quand je serai un petit peu plus vieux, un petit peu moins en forme, peut-être que ce serait assez intéressant. Donc ça permet, au moment où il y a une côte, de relancer le vélo et c'est appréciable. Autre vélo à jouer les caméléons, le vélo électrique à galets. Lorsque le moteur est en appui sur la roue, vous pouvez faire 40 km sans pédaler du tout. Ce système adaptable sur n'importe quel vélo vous coûtera 5 000 francs. C'est cher pour ce qui ressemble drôlement à un Solex, non? Déjà, c'est beaucoup plus écologique, puisque l'énergie demandée, c'est de l'énergie électrique. D'autre part, c'est beaucoup plus silencieux, ça ne fait pratiquement pas de bruit. Si malgré tout vous préférez le bon vieux vélo, mais appréciez les petits coups de pouce, il vous reste alors le tandem. À l'approche du 60e anniversaire des congés payés, c'est son grand retour. Un conseil, choisissez bien votre coéquipier. Il paraît qu'ils ne sont pas tombés. Bataille sur mer et dans les airs sur le trajet Paris-Londres. Dans les airs, à partir de demain lundi, la compagnie Airjet propose des vols de très grand luxe. La nuit, ces avions transportent du fret. La journée, des clients haut de gamme. Pascal Golomer, Guillaume Fautra. Roissy dort encore, il n'est que 4 heures du matin, mais pour certains, c'est déjà l'heure de la métamorphose. Transport de fret la nuit, transport de passagers le jour. En 20 minutes, les sièges sont installés. C'est une spécialité chez Jet Service. Mais lundi, la compagnie se lance sur une ligne régulière. Paris-Londres, 2 rotations par jour et des petites nouveautés qui voudraient faire la différence. Ça commence dans le parking de Roissy, avec un concierge en livrée, s'il vous plaît, pour guider les voitures. Plus de réservation, mais une carte magnétique à 6 000 francs qui donne droit à 5 passages. 65 places, une seule classe avec intérieur cuir, ronces de noyer et caviar au déjeuner. Airjet vise les hommes d'affaires, les hommes pressés. Car l'avion atterrit à London City Airport, petit mais très bien situé. On ne va pas se battre avec les grandes compagnies qui ont des gros avions, qui ont des petits tarifs et où il y a beaucoup de monde très encombré comme sur Heathrow ou Gatwick par exemple. Nous sommes sur un aéroport où nous sommes pratiquement les seuls à avoir des avions de cette capacité qui puissent se poser, notamment en France. Et nous sommes très près du centre de Londres. Paris risqué sur la ligne la plus fréquentée d'Europe. 4 millions de passagers en 1994 que s'arrachent de plus en plus de compagnies. Et puis, Eurostar grignote des parts de marché. Déjà, l'avion a perdu 10% du trafic par rapport à l'an dernier, alors que le nombre de vols, lui, augmente de 10%. Concurrence acharnée. Air Liberté vient d'ailleurs de renoncer à ses 2 vols quotidiens. Il est évident qu'avec cette compagnie entre Paris et Londres, plus l'Eurostar, en plus l'Eurostar monte en puissance, il y a probablement 50% de la capacité aérienne en trop. Airjet a choisi ses armes et sa cible, les hommes d'affaires. Elle se donne 6 mois pour réussir. Sur le plancher des vaches maintenant, Rennes, capitale du patin à roulettes. Aujourd'hui dimanche, plus de 3000 personnes dans les rues de tous les âges. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Le patin à roulettes, ça va vite, très vite même. Près de 40 km/h pour les meilleurs. Mais Rennes sur roulette, ce n'est pas que la compétition. C'est d'abord un rassemblement de passionnés. Ils étaient 3000 pour cette 14e édition à investir les quais de la Vilaine. À la fin, ils ont un petit diplôme qui leur donne la distance parcourue. Ils commencent quand ils veulent et ils arrêtent quand ils veulent. 35. Jusqu'à combien alors? Oh, jusqu'au bout.
C'est dimanche, il fait beau, ça baigne. Vous comptez faire combien de tours? Je sais pas, avec un diesel c'est toujours difficile de savoir, ça dépend de la consommation en cours de route. Moi je dirais 35-40. Ah tout de même? Ah bah oui. Faire la plus grande distance n'est pas l'essentiel. On vient ici pour le plaisir, parfois même en famille. Ah bah ça fait 5 ans qu'on fait tour à patine, tous les ans. Toujours en famille? Toujours en famille, ouais. La petite a commencé en poussette et maintenant elle est sur ses patins, c'est la sœur qui prend le relais. Phénomène de société, le patin à roulettes représenterait la première vente de matériel sportif en France. Une véritable renaissance, grâce notamment à la création du patin en ligne. En 10 ans, le nombre de patineurs présents aux randonnées a été multiplié par 10. Alors à Rennes, l'an prochain, il faudra allonger le circuit pour accueillir tout le monde. Sport de compétition maintenant, mis à part Pierre Sled, le deuxième titre de champion du monde de David Douillet, dont nous avons parlé en ouverture. Aujourd'hui, c'était le grand retour d'Éric Cantona. Oui, vous savez, Daniel, l'Angleterre a eu 8 mois pour se préparer à retrouver l'enfant terrible de la Ligue. Et cet après-midi, sur le coup des 16 h, le stade d'Old Trafford s'est enfin libéré car il est revenu. Écoutez. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Cantona n'a pas raté sa rentrée face à Liverpool. Une passe décisive pour le premier but de Manchester après 70 secondes de jeu et un penalty marqué par le Français. Score final 2-2. Les drapeaux français pointaient haut dans les tribunes. Avec Douillet et Cantona, un autre Français a failli s'illustrer cet après-midi. C'est Jean Alesi, à qui il a manqué seulement 2 tours pour remporter le Grand Prix d'Europe au Nürburgring. C'était en effet dans les derniers instants que Michael Schumacher l'a doublé. Lionel Chamoulot. Parmi les images fortes de ce Grand Prix grandiose, celle-ci bien sûr, c'est le moment où Schumacher à 2 tours de la fin prend le commandement aux dépens de Jean Alesi en réussissant un dépassement d'anthologie. L'Allemand est le grand gagnant du jour, son principal adversaire Damon Hill connaît des malheurs. En attaquant Alesi, alors leader, le Britannique perd son aileron avant, réparation express, Hill repart, mais il est victime d'une sortie de piste assez violente. Jean Alesi a fait le pari de s'élancer en pneu slick sur une piste encore humide. Bien joué, mais sur la fin, sous la pression de Schumacher, le Français va à la faute. Bien sûr, la Benetton fond alors sur la Ferrari pour quelques passes d'armes exceptionnelles. Schumacher et Alesi sont vraiment les deux pilotes les plus excitants de la Formule 1. On l'a vu, l'Allemand finit par prendre le dessus, mais quelle course! 7e victoire de la saison pour Schumacher, mais surtout ce triomphe devant son public lui assure quasiment un 2e titre mondial, ce qui rend le geste de Hill qui félicite du bord de la piste son rival encore plus beau. Cet après-midi de course au Nürburgring était vraiment exceptionnel. Beaucoup plus silencieuse, la séquence romantique. Au départ, l'ibis est un animal sacré d'Égypte qui a totalement disparu de ce pays. En revanche, il s'est parfaitement acclimaté en Bretagne, d'où il va repartir à la conquête de son pays d'origine. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Curieuse rencontre que celle d'Ibis, au bord de l'océan, sur la presqu'île de Ruisse, en Bretagne. Théoriquement, l'oiseau ne vit pas sous nos contrées. Pourtant, ils sont près de 500, entre le golfe du Morbihan et la Loire. Bien sûr, ils ne sont pas venus tout seuls de leurs lointaines contrées africaines. C'est le fruit d'une expérience d'acclimatation menée au parc de Branferré, dans le Morbihan. Mais en 20 ans, la colonisation est telle qu'elle ne va pas s'en poser problème. Il pourrait y avoir effectivement une compétition sur les sites de reproduction, mais ça reste à prouver bien sûr. On pourrait imaginer que les ibis prennent, un peu comme les goélands le font, utilisent des sites de reproduction utilisés par d'autres espèces et qui de ce fait-là seraient obligés de déménager. L'ibis, oiseau sacré de la mythologie égyptienne, a totalement disparu de ce pays. Or, il vit en Bretagne sans que l'on sache si sa présence est nuisible. Mais cette souche bretonne permet d'envisager de repeupler l'Égypte. Un metteur en scène nous a demandé, pour les besoins du tournage d'un film en Égypte, une douzaine d'ibis qu'on lui a cédé volontiers. Et il s'est engagé à l'issue de tournage à relâcher les ibis sur leur lieu naturel, puisque c'est sur le bord du Nil, évidemment dans le cadre d'une réserve. Mais on peut espérer, à partir de cette souche-là, pourquoi pas, que ça réussisse. Curieux clin d'œil, c'est à présent le Morbihan qui se glorifie de la présence de l'ibis. Certes, il n'est pas sacré, mais il reste un symbole, celui d'une nature préservée où il a pu s'acclimater.
La folie du roi George, c'est un film qui sortira mercredi prochain en France. Ce monarque régnait sur l'Angleterre au moment de la Révolution française en 1789. Sa particularité, c'est qu'il devint fou, mais que cette folie ne l'empêcha jamais de régner. Nicole Cornu-Langlois, présentation. Être ou ne pas être fou quand on est roi, telle est la question que l'on se pose en 1788 en voyant évoluer le roi George III. Au pouvoir depuis 30 ans, énergique, excentrique, il conserve une façade de respectabilité, d'étiquette, mais des fissures commencent à apparaître. Salut, Georges le Ramolli. Je veux que vous rendiez Gibraltar à l'Espagne et que vous obteniez Minorque en retour. Je suis médecin aussi. Bien, vous n'aurez donc aucune difficulté. Serait-il fou? Serait-il malade? Cet homme avait une maladie qui dévorait son système nerveux. Il devenait parfois très volubile. Il ne pouvait pas s'empêcher de parler 72 heures d'affilée. Sa peau était à vif, il devenait progressivement aveugle. En fait, son corps se désintégrait. Malgré tout, il restait encore le monarque. Certes, je suis vieux et infirme, vous n'attendrez pas longtemps. Je fais des vœux pour votre santé, sire. Vos vœux, vos vœux. Votre vœu est de m'enterrer, pauvre petit. Le réalisateur a-t-il voulu aussi dénoncer l'hypocrisie de la cour? Oui, mais bien sûr, mais le pouvoir et l'hypocrisie viennent ensemble, particulièrement en Angleterre. Oui, le roi incarne le pouvoir. Et quand il ne peut plus l'assumer, qu'est-ce qui se passe? God Save the King. Il est heureusement entouré, protégé par la reine Charlotte, épouse fidèle et dévouée. J'entends les mots et je dois les répéter. C'est le seul roi et reine qui se couchent ensemble toute la vie. Et lui, il était complètement fidèle. Il adorait sa femme. C'était un des plus heureuses. Beaucoup plus heureuse que les deux maintenant. Hein. Oui. Quelle histoire. Chronique d'une folie annoncée, ce film haut en couleur est une parabole sur le pouvoir. Voilà, sur ce bon mot, nous nous quittons. Bonne soirée sur notre chaîne. Rendez-vous, le prochain rendez-vous avec l'information, c'est en fin de programme, 23h50, Florence Daucher. Demain, 13h, Patrick Chêne. Quant à nous, on se retrouve, si vous voulez bien, demain soir à 20h. Au revoir, bonne soirée et à demain.